Salut à toi et bienvenue dans Coureurs du dimanche, le rendez-vous d'au-delà du mur où je pars à la rencontre de coureuses et coureurs qui ont une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs vies. Pendant une quinzaine d'années, il a été artiste, un musicien indépendant qui a tourné un peu partout en Europe, du Portugal au Luxembourg et qui a monté sur scène une centaine de fois. Les plus anciens le connaissent peut-être sous le nom d'Ernestinho. Il a des racines suisses et brésiliennes. Et il a grandi du côté de Neuchâtel. Et puis un jour, la musique s'est arrêtée. Pas par échec, mais par choix. À la place, il a cherché autre chose pour se dépasser. Il a trouvé dans le sport, les courses d'obstacles d'abord, le trail ensuite. Aujourd'hui la quarantaine, et papa, il enchaîne des ultras parmi les plus exigeants, alors même qu'il compose avec une contrainte physique que beaucoup de gens ignoraient. Si t'as la quarantaine, que tu jongles entre le boulot, la famille et l'envie de bouger, son parcours va te parler. C'est typiquement le genre d'histoire qui rappelle qu'on peut se réinventer et continuer à progresser en course à pied, peu importe le départ. Allez, c'est parti, je te laisse avec Ernestinho. Le dimanche, jour de repos? Pas pour tout le monde. Il jongle entre le boulot, les enfants, les amis et les kilomètres. Bienvenue dans Coureurs du dimanche, le podcast qui célèbre les héros ordinaires de la course à pied. Chaque mois, un invité, une histoire, une source d'inspiration pour vos sorties longues. Alors lassez vos baskets, montez le son et préparez-vous à courir avec nous. Donc on va parler, on va faire peut-être une petite intro à froid comme ça où tu vas me raconter les folles années de la musique, le meilleur souvenir que tu as d'un moment hyper intense que tu as eu quand tu as eu un concert dans le cadre de la musique, un moment où tu t'es senti comme dans un tunnel et puis il n'y avait rien d'autre autour qui comptait. Oui, bien sûr, j'en ai plein des souvenirs comme ça. Alors, l'un de mes meilleurs souvenirs quand j'étais artiste, c'était en été 2011. Je faisais une tournée au Portugal avec un morceau que j'avais fait à l'époque avec des humoristes Roux et Cut. C'était deux humoristes parisiens qui faisaient des parodies un peu autour des clichés portugais. Et j'avais fait un morceau avec eux qui s'appelait C'est ça que c'est bon. Et en fait, j'ai ce souvenir de fou. J'étais au Portugal, dans une ville un peu de province, près de Viseu. Et c'était un festival, il y avait environ, je pense, entre 8 et 9 000 personnes. Et ce jour-là, en fait, on faisait ce morceau et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens connaissaient le morceau par cœur. Donc, comme on le faisait chaque fois, deux fois, on le faisait en introduction du show et on le faisait aussi à la fin. Du coup, quand je me suis rendu compte, la première fois que tout le monde chantait à tue-tête toutes les paroles du morceau, je me suis dit, la deuxième fois, on va faire chanter le public. Et j'ai demandé au DJ à l'époque de couper sur toutes les parties et de laisser chanter le public. Et c'est là que je me suis dit, mec, t'as fait un truc quand même de fou là. Voilà, t'es un artiste indépendant, tu fais tout ton côté et tout. Et là, t'as un morceau où les gens, ils le chantent par cœur, du début à la fin. Et ça, dans ma tête, c'est resté gravé comme si c'était hier, parce qu'on va dire que c'est là que je me suis rendu compte, toutes les années où j'ai fait de la musique, que finalement, j'ai réussi à faire un truc qui a touché vraiment des gens de tous les horizons, de tout type. Et voilà, c'est ça qui on va dire, c'est le salaire de tous mes efforts dans ce domaine-là, quoi. Mm. Et comment tu te sens après, si on dit tu tires la prise de la musique, aujourd'hui, comment est-ce que tu revois ou que tu ressens ce genre d'émotion-là? Actuellement, on va dire que mon émotion, on va dire, c'est plus vis-à-vis de la réussite collective. Je suis plus dans quelque chose de personnel. Ça veut dire que je me fixe des objectifs personnels et je m'en fiche finalement, contrairement à l'époque où j'avais besoin d'avoir un retour d'autrui. Donc là, j'ai pas de public à conquérir. J'ai pas besoin de faire une musique qui plaît à tout le monde ou à certaines personnes. Je fais ça pour moi. Ça veut dire que la consécration, la satisfaction, elle est vraiment personnelle. Actuellement, le sport, ça a pris un peu la place de la musique. Et on va dire, quand je me fixe un objectif, de l'atteindre, c'est là que je ressens un peu ces mêmes choses-là.
Après, c'est vraiment différent parce que aussi au niveau de mes volontés personnelles, par rapport aussi, j'ai changé par rapport où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Il y a pas mal de paramètres qui ont changé. À l'époque, j'avais encore la vingtaine. Et je me retrouve beaucoup mieux maintenant dans quelque chose où je me dis, si tu veux arriver à tes fins, tu dois te donner les moyens et ça dépend que de toi. Magnifique cold opening. Les personnes qui te suivent depuis un certain nombre d'années, j'imagine qu'elles ont déjà pu reconnaître de par la voix et de par les récits que tu racontes qui tu es. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le lien, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, je m'appelle Alcide Ernesto. Dans la musique, les gens m'appelaient Ernestinho parce que je suis pas très grand, mais voilà, c'est aussi un clin d'œil quand j'ai choisi ce pseudonyme par rapport au foot parce que c'est vraiment le sport que j'aime le plus. Et les joueurs brésiliens, voilà, c'est tous des ignos, quoi. Donc du coup, comme le foot, ça n'a pas été mon métier, j'ai continué à en faire à côté en amateur voilà, pour le plaisir, parce que j'adore ça. Quand j'ai commencé la musique au début, je faisais du rap et j'avais un autre pseudonyme. Et quand j'ai commencé à faire des trucs un peu plus de mon côté, je me suis dit, il faut quelque chose qui touche quand même à mes origines suisso-brésiliennes. Et étant en Suisse, je me suis dit, je vais me démarquer par mon côté brésilien. D'où le Ernestinho, parce que mon prénom c'est Alcide Ernesto. Et voilà. Ensuite, j'ai eu une carrière un peu atypique musicalement, parce que j'ai toujours été indépendant, j'ai toujours produit mes morceaux ou coproduit. J'ai eu des occasions de signer dans certaines maisons de disques, mais j'ai toujours eu ce côté un peu suisse qui me disait, mec, va pas dans des trucs que tu connais pas, que tu maîtrises pas, tu sens pas les trucs. Donc j'ai toujours gardé cette indépendance. Ensuite, j'ai fait pas mal de projets solo. J'ai aussi eu un groupe avec l'ancienne candidate de Nouvelle Star en 2006, Cindy Santos, qui était déjà une amie avant cette aventure en France et qui l'a fait connaître finalement dans toute la francophonie. On a créé un groupe ensemble. On avait déjà eu un groupe avant qu'elle ait la Nouvelle Star ensemble, mais on faisait du hip-hop, du R&B hip-hop. Et le groupe qu'on a fait par la suite, c'était plus ce mélange entre musique urbaine et musique latine, qui à l'époque n'était pas forcément tendance comme maintenant. On voit partout du reggaeton et ce genre de musique. À l'époque, c'était un peu plus de la niche. Mais ça nous a permis de pas mal voyager. On a eu pas mal de retours des communautés portugaises un peu partout en Europe. Et pendant environ une quinzaine d'années, j'ai été pas mal, on va dire, en tournée autour du Luxembourg, la France, l'Espagne un peu, le Portugal et puis bien sûr la Suisse. Quand on vit une vie d'artiste à 2000 à l'heure, alors on a toujours ces clichés, en tout cas moi qui ne viens pas de ce monde-là où on voit la vie de rockstar avec tous ses excès peut-être. Alors je prétends pas que tu avais ce genre de vie-là, mais comment est-ce que tu faisais pour conserver quand même un certain équilibre et puis garder les pieds sur terre à ce moment-là? Très honnêtement, je vais pas dire que j'ai pas eu cet aspect rockstar. Maintenant le truc c'est que en étant en Suisse, on n'arrête pas de vous rappeler que l'artistique, c'est pas sérieux. Donc vous êtes obligé de garder un pied. Si vous gardez pas un pied, il y a tout qui part dans tous les sens. Donc moi, je pense que mon atout pour pas avoir dérapé ou pris des revers vraiment, voilà, c'est d'être suisse et d'être en Suisse. Voilà, d'être en Suisse, d'avoir gardé un pied en Suisse, d'avoir toujours vécu en Suisse malgré pas mal de voyages. Et aussi, je suis pas allé dans l'excès. Ça veut dire, bien sûr, je faisais la fête. Mais j'allais pas dans l'excès de la fête. J'avais, on va dire, je buvais un peu d'alcool festif, uniquement dans ce cadre-là. Et c'est clair que voilà, la fête, c'est la fête, ça provoque de la fatigue. On fait beaucoup de choses qu'on ferait pas forcément dans sa vie de tous les jours. Mais je suis jamais allé dans les excès, jamais eu de revers, jamais eu de retour négatif par rapport à ça. Mais je pense que d'avoir gardé la tête sur les épaules, ça vient vraiment de ce côté suisse où on dit, de toute façon, dans l'artistique, tu ne pourras pas en vivre. Ça sert à rien de trop insister. Donc je me disais, ok, j'en vis pas à 100%, j'ai un boulot à côté, il faut que je garde un équilibre pour pas commencer à négliger l'un ou l'autre. Parlons-en justement de cet équilibre-là. Quand on a discuté la première fois, tu me disais que tu as fait une formation de constructeur en machine. Donc c'est quelque chose qui est clairement je dirais, aux antipodes du côté artistique. Ça reste cartésien. Alors peut-être un peu de création, mais quand même dans les règles de l'art. Pourquoi avoir choisi ce métier? Écoute, à la base, quand j'ai fini mon école secondaire, on ne m'a pas vraiment poussé ailleurs que quelque chose de technique parce qu'au fait, j'étais assez doué en maths.
Donc quand tu es doué en maths, on voit en toi forcément la technique ou alors peut-être quelque chose niveau universitaire. Mais moi, on m'a pas vraiment orienté vers l'université. On m'a plutôt dit, mec, va dans une école technique. En plus, tu es fort aussi en dessin. Donc du coup, mathématiques, dessin, on s'est dit, ah, ça peut être un bon dessinateur. Et en plus, à l'époque, c'était tout ce qui était sur ordinateur, tout ce qu'on faisait sur un ordinateur, c'était cool, quoi. C'était l'avenir. Et du coup, dessiner sur un ordi, ça m'a vachement plu. Et en plus en 3D et tout ce qui va avec, sans forcément percevoir tout l'aspect technique qu'il y a derrière, que j'ai découvert après. Et qu'à un moment, je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? Moi, je voulais juste faire du dessin, et on m'embête avec la physique, avec des normes, avec d'électrotechnique, et j'en passe, quoi. Et finalement, ça m'a quand même plu. Même si quand j'ai eu mon CFC, je me suis dit, je ne vais plus jamais faire ça. Et pourtant, 1 année et demie après, j'étais de nouveau dedans professionnellement. Donc voilà. Et puis je pense que même après 20 ans de carrière dans ça, c'est quand même quelque chose qui me plaît parce que finalement, j'ai une facilité, une aisance. J'ai beaucoup appris aussi par la suite. Mais voilà, comme tu dis, c'est très différent quand on voit qu'après, à côté, j'avais une carrière artistique. Mon look par rapport à ça, etc. Où j'ai eu de la chance, c'est que dans tous les emplois que j'ai eus, dont mon premier, ils n'ont pas jugé à mon apparence ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, j'étais hip-hop, quoi. Donc j'étais baggy, jeans, coiffure un peu, voilà. Mais aux entretiens, ils n'ont pas tenu de rigueur de ça. Ils m'ont donné ma chance et moi, j'ai réussi à les convaincre. Et tous les emplois que j'ai eus, ça a été toujours la même chose. Même certains emplois, fin des années 2010, les gens savaient que je faisais de la musique à côté, parce qu'ils avaient vu dans les journaux, et certains avaient même des enfants qui me connaissaient. Donc, aux entretiens d'embauche, ils auraient pu très bien dire, ah, celui-là, on ne veut rien de lui, c'est un artiste, il va faire n'importe quoi. Donc, je pense qu'ils se rendaient compte que je faisais la part des choses entre l'artistique et justement mon métier, mon gagne-pain, ce qui me nourrit vraiment. Donc je pense que ouais, c'est spécial, c'est un peu une sorte de syndrome, pas du super-héros, mais deux identités, un peu à la Clark Kent, ça veut dire il y a l'artiste, et voilà quoi, dès qu'il enlève ses lunettes, ben ouais, il vole et puis il fait de la musique, quoi, et puis il va faire des concerts à l'autre bout de l'Europe, quoi. Parlons peut-être aussi de tes origines. Tu as indiqué que tu as les origines brésiliennes, suisse peut-être par naturalisation ou peut-être parce que tu es né ici. En fait, je suis né ici, dans les Alpes, à Zweisimmen, canton de Berne. Mon père était suisse, donc il était suisse, d'origine bernoise, mais il a grandi, et puis il est né ici, dans le canton de Fribourg, à Courgevaux, pour être précis. Et ma mère, par contre, est brésilienne. Donc voilà, ma mère est venue vivre en Suisse en 1982. Elle a rencontré mon papa en 1980, à Rio. Et puis voilà, c'est mon histoire de base. Je suis né à Zweisimmen, on est resté un moment là-bas. Puis on est venu vivre en 84 en Suisse romande. Plus précisément, on s'est installé définitivement à Neuchâtel. Et j'ai fait toute ma vie dans la région de Neuchâtel. On va faire peut-être une certaine accélération. Donc, tu parlais de ton enfance dans le canton de Neuchâtel. J'ai cru comprendre, et d'ailleurs tu me l'as confirmé, que tu as des enfants maintenant. Si on reprend X années après avoir débuté ta carrière, quel a été l'impact de l'arrivée de tes enfants sur ta carrière musicale ? Je pense que mes enfants, enfin ma fille en premier, elle est arrivée à un bon moment. Je débutais la trentaine et je commençais à me poser des questions. Pas professionnellement, mais je me disais, toutes ces années où tu fais de la musique, qu'est-ce que ça t'a rapporté ? Et j'adorais la musique, hein. Mais tu commences à te poser des questions. Et en fait, j'avais besoin de quelque chose pour me stimuler. Dans la vie générale, hein, pour plein de choses, on sait comment c'est. Quand on passe le cap, des fois, c'est difficile. On fait une sorte de retour sur sa vie. Qu'est-ce qui a été bénéfique ? Qu'est-ce qui n'a pas vraiment été bénéfique pour chacun ? Enfin, voilà, on se fait une sorte de bilan. Comme la chanson d'Inegmaran, je ne sais pas si tu connais, le bilan. Et du coup, ma fille, elle est vraiment arrivée. Elle m'a remis vraiment la tête sur les épaules, quoi. Ah, vraiment. Et ça m'a mis un petit coup, on va dire, au niveau de la musique. J'ai pas calmé, mais j'ai été beaucoup plus minutieux sur les choix que je faisais. J'ai commencé à faire moins, mais mieux. Et puis essayer de pas m'emballer. En me disant, ouais, il faut absolument que ça cartonne, sinon c'est fini. Enfin, bla. Ça m'a vraiment mis une sorte de stop. Je suis devenu plus posé, plus réfléchi.
Et bien sûr, hein, après, on a aussi moins de temps. Hein. On a beaucoup moins de temps. Donc voilà. Et mon deuxième enfant, 3 ans et demi après, lui, par contre, il m'a vraiment, vraiment mis comment dire, une sorte de... Je me suis remis en question totalement. Je me suis dit, maintenant, ça fait 15 ans que tu fais ça activement. D'accord? Tu as eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, c'est cool. Mais après 15 ans, si tu n'as pas encore touché le sommet et tu peux pas vivre à 100% de ça, il faut soit arrêter ou soit le faire pour le plaisir. Et c'est là justement que c'est entrechoqué, c'est que depuis un moment, je le faisais plus pour le plaisir. Parce que la musique que j'aimais faire, les gens ne voulaient plus l'écouter. Et en plus de ça, je prenais plus de plaisir, même quand j'allais en concert. Alors que j'adorais ça, j'en ai fait une centaine. Et sur les derniers, en 2016-2017, en fait, je prenais plus de plaisir. C'était devenu comme une corvée. C'est comme quand tu vas bosser le matin et tu sais que tu es sur un projet chiant et que tu n'as pas envie d'y aller, quoi. Et tu dis, ah, ça va être chiant, je vais passer une journée avec des prises de tête. Bah, c'était devenu ça, en fait. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un signe. C'est un signe qu'à un moment, faut pas chercher les prolongations. Tu vois, tu arrives en prolongation, déjà là, c'est dur. Après, tu arrives au penalty. Et puis au penalty, tu as une désillusion énorme. Et puis tu finis dans ta santé mentale pas bien. Donc je me suis dit, c'est un signe. Et du coup, je me suis dit en 2017 que j'allais calmer. Et finalement, je savais que calmer chez moi, comme je suis quelqu'un de très hyperactif, calmer, ça veut dire arrêter, quoi. Donc voilà, les gens qui me côtoient depuis des années savent que quand je calme quelque chose, c'est que je vais l'arrêter. C'est pas que je fais un frein pour le hasard. Rien n'est du hasard. C'est que j'aime pas casser les choses d'un coup. J'aime bien faire les choses bien. Et prendre le temps et de tout mettre au clair avant que voilà. Et puis j'aime pas laisser tomber les gens. Parce que bien sûr, quand on fait de la musique, c'est comme dans le sport. On a un staff, on a des gens qui croient en ton projet et tout. Et d'arrêter d'un seul coup, c'est pas cool non plus par rapport à leur investissement. Donc j'ai arrêté un peu tranquillement, sachant que j'allais arrêter, mais sans être trop radical. Et en 2019, là, j'ai vraiment dit, oh, ça, j'ai plus rien à faire, c'est cool. Alors stop, fertig. Et voilà, depuis 2019, j'ai décidé de plus faire de musique. On m'a proposé énormément de projets ces 7 dernières années. Encore jusqu'à début de l'année passée, on me proposait encore des trucs, mais les gens ne croyaient pas que je voulais plus faire de musique. Ils croyaient que c'était juste un délire, mais après 7 ans, c'est plus un délire. C'est passé, c'est un épisode de ma vie qui est terminé, et puis voilà. Tu fermes définitivement la porte ou si d'un coup il y a quelqu'un qui vient avec un one shot, one opportunity, en te disant c'est juste un simple essai ou un simple petit projet, une petite musique ou un petit festival où c'est un soir où tu vas pouvoir finalement revivre un peu ce côté frissonneux, est-ce que tu dirais oui? Très honnêtement, on m'a proposé des trucs comme ça. Je pense que réaliser un projet, ça me dirait rien. Parce que ça commence toujours comme ça. Tu refais un truc et après, tu es dedans et tu n'arrêtes plus. Par contre, un concert, oui. Un concert avec ce que j'ai déjà fait dans le passé, etc. C'est juste préparer le concert et puis ça peut aussi être cool pour les gens qui me suivraient encore ou des gens qui ont participé à ce que je faisais auparavant. Mais réaliser des nouveaux morceaux, tout ça, non, ça m'intéresse plus du tout. Et je dénigre pas du tout la musique actuelle. Hein. Maintenant, il y a même des super outils pour faire des morceaux encore mieux, etc. C'est juste que la flamme, elle est plus là. Donc forcer, c'est jamais bien. Donc voilà, peut-être si on me proposait une fois de chanter en l'honneur de quelque chose, peut-être un ami ou un ancien collaborateur artistique qui fait un jubilé ou un truc du genre, peut-être. Mais pour l'instant, non, pas trop. On verra peut-être qui c'est dans l'avenir. Beaucoup de gens avec qui j'ai collaboré continuent à faire de la musique. D'ailleurs, je suis ce qu'ils font, je les félicite, je trouve cool. Mais moi, j'ai plus cette flamme-là, quoi. Quand on a commencé à se suivre, enfin quand j'ai commencé à te suivre, il m'a fallu quand même quelques minutes pour me rappeler qui était Ernestinho, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu ce nom-là, je ne sais pas trop qui c'est, etc. J'ai commencé à faire des recherches, et là, la pièce, elle est tombée justement quand il y a eu peut-être ce nouvel élan, cette nouvelle médiatisation, justement, avec le projet avec Cindy. Puis après, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter. Et puis je me suis dit, ça serait quand même fantastique pour les gens, et d'ailleurs tu l'as aussi dit, pour les gens qui te suivent depuis de nombreuses années, de savoir qu'est-ce que tu es devenu après la musique, de savoir qu'est-ce qui t'anime, parce que tu as quand même une communauté qui n'est quand même pas à négliger, de milliers de followers sur Instagram. Donc qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, maintenant ? Actuellement, on va dire que depuis 2019, ce qui a pris la place de la musique,
c'est le sport. Maintenant, le sport, je n'ai pas commencé en 2019. J'ai toujours fait du sport, mais j'ai surtout fait des sports collectifs, en particulier le football. J'ai joué dans ma région en 2e, 3e ligue, c'était cool avec les copains. Voilà, mais sans vraiment, vraiment, vraiment mettre beaucoup d'énergie. J'allais à l'entraînement quand je pouvais, je faisais les matchs quand je pouvais. Et en 2019, je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour moi. Avant ça, en 2017, j'étais tellement dans la perspective de faire un peu les choses différentes que la musique que j'avais créé un club de foot avec 2 copains qui se sont dit pourquoi pas. Et on a créé un club de foot, c'était cool. Hein. En plus, tu as la motive parce que tu crées un nouveau truc et tu as envie de faire monter ton truc. Donc sportivement, on a réussi enfin, la première année de monter d'une ligue, donc de 5e à 4e ligue, etc. Et une fois que tout était lancé, que ça roulait, je me suis dit, bah, ça roule. Plus besoin que je donne trop d'énergie. Donc voilà, après, j'ai essayé d'entraîner aussi. Mais voilà, quand on entraîne, le problème, c'est qu'on a aussi envie de jouer. Moi, je suis actif, donc j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Je me suis rendu compte que j'ai pas la patience pour être entraîneur d'une équipe. Et je me suis dit, maintenant, voilà, tu n'as plus la patience de l'aspect collectif. Alors, essaie de faire quelque chose pour toi. Donc, 2019, au début, j'ai commencé juste à me dire, je vais prendre soin de moi. J'ai essayé de garder la forme, d'être plus en forme. Je suis un trentenaire, voilà, je récupère moins vite. Je prends du poids peut-être un peu plus vite. Enfin, tout le métabolisme a changé, donc reste en forme. Donc j'ai commencé à faire un peu du cross-training. J'ai fait aussi un peu de crossfit. Et voilà, je faisais ça pour moi. Et ensuite, il y a eu la période Covid. Et la période Covid, c'est magnifique. Chez certaines personnes, ça a chamboulé leur vie négativement. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire autant professionnellement que personnellement, ça m'a fait vraiment du bien. Et je ne dis pas ça parce que tout était un peu à l'arrêt. À l'époque, j'étais indépendant dans le domaine justement du consulting et du dessin technique depuis 2018. Et la période Covid, pour moi, ça aurait dû être la période qui m'aurait achevé. Parce que c'est vachement difficile quand tu es indépendant, voilà, d'avoir toujours cette stabilité. Et j'étais persuadé que cette fois-ci, ça allait marquer la fin. Surtout qu'à l'époque, on ne savait même pas combien de temps ça allait durer et tout ça. Et au contraire, moi, ça m'a explosé. Ça a explosé mon activité dans le sens où énormément de clients que j'ai eus à l'époque avaient besoin de personnes qui travaillaient à distance. Et aussi de déléguer des projets parce que leurs employés n'étaient pas disponibles. Et du coup, la période Covid, professionnellement, ça m'a vraiment boosté. Et ce qui est cool aussi avec cette période Covid, c'est comme on avait beaucoup de temps à perdre, on va dire, enfin, voilà. Du coup, j'ai fait encore plus de sport. Et à un moment, je me suis dit, tu fais beaucoup de sport, mais qu'est-ce que tu vaux sportivement, réellement? Qu'est-ce que tu vaux? Et je me suis dit, il faut que je trouve un challenge pour voir un peu si tout ça, ça sert à quelque chose, quoi. Et à l'époque, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de courses qui s'organisaient, pas beaucoup de compétitions généralement dans tout, hein. Et je me suis dit, le foot, c'est ma zone de confort. C'est trop facile. Si je vais jouer au foot, physiquement, j'ai 36 ans, mais c'est clair, là, je me sens mieux, j'ai plus d'endurance, j'ai plus d'explosivité. Voilà, mais c'est ma zone de confort. Donc j'ai joué quand même un peu au foot, en plus 30, tout ça, et je me suis dit, en fait, je m'ennuie. Je dis pas que les adversaires étaient mauvais ou que j'étais au-dessus du lot. Je dis juste qu'il n'y a pas assez. Le match, il est fini, je suis encore en forme. Donc il faut que je trouve un truc pour moi. Et au début, je me suis dit, moi, j'aime pas courir. J'aime pas courir. Même quand je joue au foot, mes entraîneurs, ils le savent. Quand il n'y avait pas de ballon, il fallait faire la prépa, tout ça. Moi, je traînais les pieds. C'est pas que j'étais pas capable, mais j'aimais pas ça. Peut-être le côté brésilien, c'est-à-dire, il te faut un ballon, sinon tu fais rien, tu vois. Et j'ai dit, il faut que je trouve un truc. Et à l'époque, j'avais vu qu'ils organisaient une course d'obstacles dans ma région pendant le Covid qui s'appelait Spartacus à Planaise. C'est où il y a la caserne militaire à Colombier, à Neuchâtel, que je connais bien parce que c'est aussi là-bas que j'ai fait mon service militaire. Et je me suis dit, on va essayer ça. On est en 2020, tout était arrêté pendant des mois. On court, on fait du fonctionnel, on fait cross-training, mais à quoi ça sert? Donc on est allé faire cette course d'obstacles et j'ai trouvé cool le concept, au fait, parce que moi, je n'aime pas courir, mais comme il y a des obstacles, je me dis, cours un peu jusqu'à l'obstacle et après, le vrai truc, le vrai challenge, c'est passer cet obstacle sous la fatigue. Et voilà, après cette course-là, je me suis renseigné un peu et j'ai vu qu'au fait, il y avait une franchise mondiale qui faisait beaucoup de courses du genre, qui s'appelle Spartan Race. Et je me suis dit, on va essayer ça. Et puis tout le monde disait, t'es fou, Spartan Race, c'est pas la Spartacus, c'est 2 fois plus dur et tout. Je dis, ok, je vais aller voir par moi-même, quoi. Et en plein Covid, je suis allé en Italie, au nord de l'Italie, à Maggiora, c'est pas très loin du Tessin.
Et je me rappelle toujours, ma première Spartan Race, j'étais super excité, quoi. Je me suis dit, ça va être un truc de ouf, c'est trop bien, un truc, voilà, de warrior et tout. Et je me rappelle qu'il faisait presque 40 degrés. Et plein été, hein, tu vois. Et il y avait encore cette histoire avec les masques. Alors, ils voulaient qu'on fasse le départ de la course avec les masques. Enfin, c'était bizarre, quoi. Et je me rappelle tout excité dans le truc et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était mon truc. Parce que déjà, c'était une 5 km. Pas très longue, la course. Hein. 5 km avec une vingtaine d'obstacles et tout. Et au fait, je suis parti sur cette course. Déjà, au départ, je suis parti, je pensais que j'étais je me suis dit, je suis une machine, quoi. Alors, je suis parti en sprint, j'étais dans le truc, et au bout de 200 mètres, j'ai commencé à comprendre que, calme-toi, t'es pas une machine, quoi. Donc déjà là, je me suis fait prendre dans le rythme des gars qui étaient vachement bons dans ce domaine-là. Et puis voilà, j'ai fait ma course. C'était que 5 km, mais j'ai mis tellement de rythme que je me suis buté, quoi. Déjà, les obstacles, il y avait plein de trucs à porter. Je faisais 60 kilos, 62 kilos à l'époque. Je portais des trucs, je n'avais jamais porté ça de ma vie dans une compétition. Et cette course-là, elle était spéciale parce que c'était pas la plus dure. C'était juste la première. J'étais méga excité. Je me suis déboîté l'épaule sur la course, bien sûr, parce que voilà, dans les Spartan Race, il y a des obstacles aériens. Et ça semble facile, un monkey bar, tu fais ça comme quand t'es gamin, tu chopes les trucs et tout. Mais quand t'as 36 ans, t'es plus un gamin, t'as plus la même souplesse et tout. Donc dès la première course, je me suis déboîté l'épaule, j'ai fini la course avec l'épaule en arrière, mais j'étais trop heureux. J'ai fini cette course, j'avais l'impression que j'avais fait un truc incroyable dans ma vie, quoi. Et du coup, j'ai fini cette course-là, je suis allé sur mon téléphone, j'ai direct pris une autre course 2 semaines après, de 10 km dans le même style, Spartan Race à Morzine en France. Pareil, je suis arrivé là-bas tout excité, je pétais le feu, je suis reparti comme une fusée. Au bout de 200 mètres, j'étais de nouveau KO. Enfin bref, le même délire, mais tu vois, vraiment le kiff, quoi. Puis de nouveau, je finis cette course 2 fois plus dure parce que là, il y a eu du dénivelé et tout. Et je finis et je me dis, purée, mais c'est pas assez. Je vais sur mon téléphone, je vois, oh, dans 1 mois et demi, il y a une course à Verbier. La piste, 21 km. Je me dis, vas-y, comme ça, tu fais la boucle, tu vois, tu auras fait les 3 sortes de courses et puis tu sauras si c'est ton truc ou pas. Et je suis allé à Verbier, j'ai fait cette super course, 21 kills, on est monté jusque tout en haut de Verbier où il y a le lac et tout. Et non seulement c'était une bonne expérience, parce que c'était joli, il y avait cet aspect trail et tout ce qui va avec, et il y a beaucoup plus d'obstacles, beaucoup plus durs et tout. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, c'est ton truc. C'est ton truc. Et puis petit à petit, l'année d'après, j'ai repéré toutes les courses que je voulais faire. Et là, j'enchaînais des week-ends trifecta, comme ils appellent, où tu fais 3 courses et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les obstacles, je kiffais. Les courses à pied, j'étais pas ventre mou, plus vers la fin que le début. Et je me suis mis en catégorie compétitive quand même, parce que je me suis dit, quitte à faire le truc, le faire bien, si tu réussis pas un obstacle, tu as la pénalité qui va vraiment avec, etc. C'était pas pour faire genre, ouais, je suis une élite, je suis dans la place. Non, au contraire, il y a des gens qui sont vraiment très, très doués dans ça. Et j'ai fait une saison entière où j'ai fait environ, ouais, un peu plus de 25, presque 30 courses. Spartan Race un peu partout. Je suis allé en Espagne, à Majorque, je suis allé à Sparte en Grèce, je suis allé à Estérel en France, j'ai fait des courses ici en Suisse à Sainte-Croix, à Verbier, etc. Je suis allé en Angleterre aussi pour le championnat d'Europe à Londres. En 2022, j'ai saigné les Spartan Race. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était mon truc. Parce que chaque fois, je devais garder cet équilibre entre fonctionnel, force, explosivité et endurance, course à pied. Donc voilà, 2022, c'était vraiment l'euphorie, j'étais à fond là-dedans. Après 2023, j'ai calmé un peu, je me suis dit, je vais faire moins, mais mieux. Donc je me suis dit, on va corriger où ça peine un peu. Donc j'ai commencé à courir plus, essayer d'être un peu plus rapide et tout. Et 2023, j'ai fait moins de courses, mais j'étais plus à l'aise, j'étais bien. Et j'ai testé en 2023 aussi de faire le seul format que je n'avais pas encore fait, qui s'appelle l'Ultra. Donc la Spartan Ultra à Morzine. C'est une histoire de fou comment j'ai atterri dans ça, parce que à la base, c'est un pote avec qui je m'entraîne, qui est un peu un précurseur un peu des courses d'obstacles en Suisse. Il a une association à Neuchâtel qui s'appelle OCRNE. Et il m'a dit, viens, on va la faire, on l'a fait ensemble, on l'a fait à la cool, on va y arriver. Moi, j'avais déjà fait, mais j'avais trop marché, du coup, j'avais pas fini la course. Il me dit, ok, coup de tête. Hein. Il me dit, je sais même pas ce que ça demande comme entraînement. Je dis, et 1 mois avant, il me dit, écoute, moi, je ne me suis pas entraîné, je ne le sens pas. Et en plus, j'avais fait... À l'époque, je m'étais inscrit en open, donc tranquille.
Et je m'étais mis en age group parce qu'il m'a dit quitte à la faire, il faut la faire en age group, tu vois. Puis finalement, je me suis retrouvé là-bas. Bah voilà, j'étais tout seul, avec aucune prépa réellement d'ultra trail de 50 km. C'est pas la même chose que quand tu fais du 21, clairement pas. Et je suis parti comme si c'était une Spartan normale, quoi. Et je ne savais pas à l'époque, mais pas mal de gens autour que je connaissais en Spartan Race et tout, ils avaient fait une sorte de Deadpool, genre il va pas finir, et voilà. Et ils me suivaient quand même pas mal sur le parcours et tout. Ils me l'ont avoué après, on était, putain, bravo, on était persuadés que voilà. Et très honnêtement, j'ai adoré, tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, je me suis rendu compte que là, j'étais vraiment dans la limite. Ça veut dire que, contrairement aux autres Spartan Race, les ultras, elles ont des barrières horaires. Et quand tu as une barrière horaire, ça change tout psychologiquement. Donc quand tu es vraiment mort, quand tu es vraiment fatigué, tu dis, tu as 25 minutes pour arriver à la barrière horaire, sinon tu es sorti, ça te pousse dans des retranchements physiques et psychologiques que j'ai adoré. Et finalement, j'ai fini la course. J'ai fini avec les 2-3 derniers. Donc, j'ai pas été sorti. Hein. Il y a pas mal, quoi, comme dans toutes les Spartan Race Ultra de DNF. J'ai pas été DNF. Et je me suis dit, mec, tu as fait cette course, tu ne savais même pas ce que c'était. Tu es allé sans prépa et tu as réussi à finir. Ça veut dire que c'est. Et puis, tu as vu tu as ressenti toutes les sensations, le doute et tout ce qui va avec. En plus, on s'est pris un orage sur les 20 derniers kills, en plus à 2500 mètres d'altitude. C'était. Voilà, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré ça. C'est pas du masochisme, hein, c'est pas à cause de l'aspect souffrance, mais j'ai vu que c'était un truc dans lequel j'éprouvais vraiment cette envie de me préparer pour ça. Et l'année d'après, je me suis préparé pour ça. J'ai fait beaucoup de trail, beaucoup de T+. Et j'ai fait la version, c'est la version championnat du monde qu'ils font à Morzine. Donc c'était la même course, mais ils ont rajouté pas mal de difficultés. Et là, par contre, j'étais super préparé. Je bossais que le trail. J'avais même mis un peu de côté tout l'aspect force. Et je suis arrivé là-bas et au bout de 25 kills, ma course était quasiment finie. Ça veut dire que j'étais bien, hein, je montais bien, je me sentais bien. J'ai commencé à vomir et pas mal d'autres, plus d'énergie, vomissements, la tête qui tourne, mal de tête. Et je me suis dit, mec, t'as réussi à la finir l'année passée. Là, t'es préparé, tu vas quand même la finir. Et finalement, ils m'ont sorti à 3 km de la fin. J'avais fait une cinquantaine de kilomètres et pour 2 minutes, mais ma course, elle était finie aux 25 kills. Elle n'était pas finie à 50. Mais je me suis dit, on va quand même, on finisher, on y va. Et c'est là que je me suis dit, mec, t'adores ça, tu vas pas finir sur ça, tu vois. Donc je l'ai refait en 2025 où je me suis préparé, équilibré, et ça a mieux passé. Donc j'ai fini la course, j'ai fait, sans préparation vraiment spécifique trail, c'était pas trop deg, j'ai fait environ 13 heures. Et cette année, c'est mon objectif principal, c'est d'essayer de faire mieux que l'année passée. Et du coup, entre deux, bien sûr, je me suis mis au trail depuis 2023. Je me suis mis un peu au trail. J'ai fait les trails dans ma région, les Swiss Canyon Trail, le trail du Mont Terrible, le genre de trucs que je trouve vachement cool. Et gentiment, grâce à ces trails qui, à la base, sont pour préparer les Spartan Race, je commence à prendre goût à faire du trail. Sans obstacles, sans rien, juste découvrir, parce qu'on voit quand même ses limites, même s'il n'y a pas les obstacles, la distance, le dénivelé, le climat sur le moment et tout, et j'ai vraiment pris goût, alors qu'à la base, 2019, 2020, j'étais un mec qui détestait courir. C'est-à-dire que je pouvais courir un 100 mètres, je vais aller vachement vite sur un 100 mètres. Un 200 mètres, un peu moins vite, mais je vais kiffer. Tu me fais courir 1 km rapidement, je commence déjà à grimacer. Tu me fais faire un Cooper de 12 minutes. Quand j'étais jeune, je volais, maintenant je vole plus du tout. J'aime pas ça. Par contre, j'apprends beaucoup sur moi-même. Et j'adore justement cet aspect-là, de toujours se préparer à essayer de faire mieux que pour moi. Parce que je suis très loin des meilleurs, très très loin. Il y a des gens qui font ça depuis toujours. Il y a des gens qui ont commencé hier, mais qui sont vraiment faits pour ça, qui ont les aptitudes physiques, peut-être aussi génétiques, je sais pas. Mais moi, je les ai pas. J'ai même des soucis de santé qui font que je devrais même pas faire ça. Donc voilà quoi. Après... Justement, depuis que j'ai su que j'avais ces 2-3 soucis de santé en 2020, je suis allé voir une pneumologue parce que depuis mon adolescence, j'ai pas mal d'asthme et tout, ça a débarqué du jour au lendemain, mais après dans le foot et autres, ça ne m'handicapait pas plus que ça. Mais dans un sport d'endurance, tu dois garder quand même le souffle, ça doit oxygéner tes muscles vraiment pour que tu puisses tenir sur la longueur. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'avais 68% de capacité pulmonaire. Et on a essayé plein de traitements pour essayer de remonter ça. On a réussi à remonter environ 3%,
3-4%. Et depuis, je suis suivi par une pneumologue et tout. On a essayé encore 2-3 trucs. En fait, c'est devenu malheureusement irréversible. Donc, je ne peux pas améliorer ça parce que c'est devenu chronique depuis en 20 ans si on ne soigne pas les choses. Ben voilà. Mais je me dis justement, que tu as ça, mais tu arrives quand même au bout de tes objectifs. Ça veut dire que tu es capable. Si tu n'avais pas le sport, avec le problème que tu as au niveau des branches, ça serait pire. Peut-être tu serais essoufflé en montant les escaliers de la maison. Peut-être tu serais essoufflé quand tu fais des activités avec tes enfants. Et oui, j'en passe. Donc, depuis, je me suis dit, mec, tu as trouvé l'équilibre dans ta vie. Tu n'as plus la musique, mais le sport, maintenant, me permet d'équilibrer autant mentalement par rapport à mes objectifs professionnels que mes objectifs familiaux. Et donc voilà, on va dire que c'est le Covid qui a déclenché ça. Donc je ne vais pas dire merci à cette pandémie, mais elle est arrivée au bon moment, on va dire. J'ai l'impression qu'en fait, tu as commencé à aimer la course à pied et à prendre du plaisir quand tu t'es rendu compte que c'était autre chose que juste aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. C'est quand tu as commencé à te rendre compte que la course à pied, ça te permettait de relever de nombreux défis, dont celui de la santé aussi, et du maintien dans la santé, de connaître d'autres facettes de toi, d'aller au-delà de tes limites, de trouver des solutions pour résoudre des problèmes. C'est à ce moment-là, j'ai l'impression que tu as commencé à aimer. Je pense que j'ai commencé à adhérer à 100% dès que j'ai vu que c'était bénéfique pour moi. J'ai aussi vu que mes enfants aimaient ça. S'ils voyaient papa faire des Spartan Race, ils ont voulu aussi faire. Et je me rends compte aussi que on a de la chance parce qu'on est dans un pays où on peut sortir, aller courir, on a des petites montagnes, pas mal de paysages. Et ça me permet aussi d'avoir ma partie on va dire, récréative. On a aussi profité pas mal de faire ces Spartan Race pour voyager. Ça nous a fait aussi des périodes de vacances, parce qu'on a pas mal voyagé avec ma compagne autour justement de l'aspect sportif. Mais clairement, je suis conscient que mon style de vie, mon lifestyle, comme on dit, il est vraiment différent parce que quand on voit sport artistique, on voit fête, on voit alcool, on voit peu de sommeil, on voit tous les clichés. Et quand on voit sport, on voit l'autre extrême. Et moi, je ne suis pas dans l'extrême sportive. Je ne vais pas commencer à faire attention à toute ma nutrition, même si certains diraient, ouais, si tu veux préparer des courses sérieusement. Non, moi, je pense que même, très honnêtement, je fais autant de sport aussi pour me permettre de manger ce que je veux. Ce que je veux. Et je te dis, j'ai une des plus grandes dépendances au monde à une substance. On peut dire que je suis un junkie de ça, c'est le chocolat. Le chocolat, depuis que je suis enfant, mais je ne peux pas arrêter. J'ai essayé, au fait, je pense que psychologiquement, c'est pas possible. Mon cerveau, même pas le sucre du chocolat. Je pense que c'est le chocolat. Parce que si c'était que le sucre, je me goinfrerais de bonbons à la place du chocolat. C'est que le chocolat. Donc du coup, je me dis, je m'en fiche. Je mange du chocolat comme je veux. Si je dois manger une plaque de choc en 30 secondes, je la mange. Je fais du sport à côté, voilà, j'équilibre, je vais dépenser, je vais éliminer ça. Et ouais, je pense que ça fait que du bien dans ma vie. Ça m'équilibre psychologiquement. Ça m'équilibre aussi, on va dire, au niveau de la forme, le poids, etc. Je mange ce que je veux, pizza, burger, ça va, j'éliminerai. Et surtout, je pense que je suis aussi un exemple pour mes enfants. Ils disent, ouais, mon papa, il a 40 ans, mais il est en forme, il fait beaucoup de sport avec nous, on découvre le monde avec lui. Et j'ai vraiment envie que cet aspect-là il soit important, qu'ils se rendent compte qu'ils ont un papa actif et qu'ils s'imprègnent aussi de cet aspect-là pour la suite de leur vie, leur adolescence, leur parcours professionnel ou les études, en se disant, ouais, il faut toujours un truc à côté pour décompresser. Et je pense que le sport, pour moi en tout cas, c'est la meilleure façon. Avant, peut-être que c'était la musique, maintenant c'est clairement le sport. Et maintenant que tu as 100% plongé dans ton quotidien, dans ta nouvelle vie sportive et que tu adores la course à pied, tu as structuré tes saisons. Qu'est-ce que tu prépares maintenant comme échéance sportive? Parce qu'on voit justement aussi sur ton mur social que tes publications ont changé au fil des ans. Hein. La musique a laissé place à des photos de toi dans l'effort. Donc tu t'entraînes pour quoi cette année? Cette année, je vais rempiler sur cette fameuse Spartan Ultra à Morzine.
Parce que c'est tout le temps là que ça met des claques. Je me prends tout le temps des claques là. Et j'ai envie de la faire avec un peu plus d'assurance. Moins dans le doute, moins dans la survie, un peu plus dans la gestion. Donc cette année, je me suis préparé différemment. Je me suis laissé coacher parce que d'habitude, c'est difficile de me coacher parce que je suis assez freestyle, je suis assez hyperactif. Donc j'ai cette habitude d'aller d'en faire qu'à ma tête. Mais cette année, je me suis laissé coacher. C'est très différent. C'est aussi très intensif. Donc du coup, quand on n'a pas envie, il faut quand même y aller. Donc il faut se discipliner vraiment différemment. Je me suis laissé coacher aussi dans quelque chose qui est clairement mon point faible. Clairement, c'est, on va dire, le D+, la montée. La montée, je pense que c'est le point faible de pas mal de gens. Maintenant, moi, je sais que physiologiquement, j'ai pas mal de lacunes en montée par rapport à plein de choses. Pas seulement le rythme, pas seulement la foulée, mais aussi la nutrition. Je perds énormément d'énergie et je me nourris mal et j'ai toujours des surprises. Je n'ai pas encore trouvé le bon truc pour être au top. Et surtout la montée sur une longue distance. Monter sur un 10 km, un 20 km, je sais que peut-être je vais finir par avoir des crampes ou être mal, mais que à la fin. Mais sur un 50 kg, tu ne peux pas te permettre d'être mal après 20 km. Et ben voilà, c'est pour ça que cette Spartan, elle est dure parce que non seulement c'est 50 km plus de trail avec plus de 3500 mètres de D+, c'est clair pour quelqu'un qui a à fond trail, 3500 sur 50 kg, c'est pas grand-chose. Mais par contre, on a énormément d'obstacles. Et les obstacles, on doit déjà passer dans des lacs de montagne. Et tout le monde se dira, c'est cool, le lac, ça rafraîchit, ça fait la cryo. Non, non, ça te ramollit tout. Il faut repartir après. Il faut vraiment repartir. Donc ça, c'est un piège. On a énormément de portée. On nous fait porter des chaînes de quarantaine de kilos, une boule de 52 kilos, et j'en passe. On a pas mal aussi d'obstacles aériens qui te prennent pas mal les bras. Les pénalités, c'est souvent des boucles qui te mettent bien sûr avec du D+, la boucle, ou avec un porté. Donc il y a une fatigue encore plus que juste garder son rythme, gérer ses pulses, sa nutrition et puis tout. Et c'est pour ça que j'adore ce format. Parce que ça me permet vraiment de gérer tout mon aspect physique, pas que les jambes. Il y a les bras qui ramassent, il y a le dos qui ramasse, même la tête qui ramasse. Et voilà, ça c'est mon kiff de cette année. Après, je me suis inscrit aussi à une autre course semblable. C'est aussi une Spartan Race Ultra, mais en Autriche, à Kaprun, qui est dans le même format que Morzine. Donc il y a des Spartan Race Ultra avec peu de dénivelé. Mais je me dis, celle qui te fait vraiment, autant, si je peux me permettre, autant chie, c'est celle-ci. Donc c'est le même format en septembre. Donc selon comment ça se passe à Morzine, en espérant que ça se passe bien, celle de Kaprun, ça sera une sorte de validation. Si ça se passe mal, ça sera une revanche. Si Morzine, ça se passe mal, ça sera une revanche. Et si ça se passe bien, Kaprun, il faudra encore que je pousse plus. Il faudra vraiment que j'aille à fond, sans chercher à limiter, pour voir si j'y arrive vraiment sans être dans la gestion, sans être dans le calcul. Donc ces deux objectifs-là, c'est les seuls que j'ai vraiment cette année. Je fais quelques courses à côté pour me mettre en rythme, prendre de la confiance. Et on verra ce que ça va donner à la fin. Maintenant, je ne cherche pas une perf, je ne cherche pas à être top 10, etc. Il y a des gens qui sont vachement doués. Surtout dans ma catégorie d'âge, en 40-44, il y a énormément de gens qui sont justement dans ce délire de prendre soin d'eux, s'entraîner, se mettre les moyens. Beaucoup ont eu des enfants avant, donc maintenant les enfants sont grands, alors ils ont du temps pour eux. Et je trouve que c'est cool d'être parmi tous ces gens-là qui ont le même délire, qui poussent. Et on voit même en Spartan Race, souvent les résultats on va dire les 30, 50, c'est vraiment là où il y a vraiment les gens les plus rapides et les mieux entraînés. C'est pas pour critiquer les jeunes, mais les jeunes, ils ont la jeunesse pour eux, mais des fois ils négligent aussi l'aspect, il faut quand même travailler. Et on verra. En tout cas, cette année, c'est ça. Et si ça se passe bien, l'année prochaine, je pense que je ferai, sans prétention, de nouveau c'est que pour moi, mais que des trails de 50 km et des Spartan Race Ultra. Après, pour l'instant, je ne suis pas dans le délire d'aller sur des plus longues distances. Mais peut-être, ça viendra. Ça viendra. Tu as eu
Une partie de ta vie, d'ailleurs j'avais noté quand j'avais pris les notes, une partie la vida loca, une partie la partie avec la musique, pas forcément sans penser au lendemain, mais avec un peu plus de légèreté. On sent un Ernestinho nettement plus posé aujourd'hui, nettement plus recentré sur lui-même, sur sa famille. Pour les gens qui te suivent depuis toutes ces années, quel message est-ce que tu as envie de leur laisser peut-être maintenant Bah, moi, je leur dirais déjà chaque chose en son temps, d'accord? Et puis, si on voit que les choses ne se passent pas comme on aimerait, il ne faut pas avoir peur d'arrêter. On est dans une société où les gens ont peur de dire stop. Ils préfèrent arriver au bout du rouleau que de dire stop. Si quelque chose ne vous convient pas, par exemple, je ne sais pas, tu as un plat que tu n'aimes pas, ben, tu ne vas pas le commander. Ou alors tu vas manger seulement ce qu'il y a dans le plat, ce que tu aimes. Ben, c'est la même chose dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui se forcent dans des choses qu'ils n'aiment pas, où ils ne sont pas à l'aise, ou alors où ils ont beaucoup de pression. Et moi, je pense qu'à un certain âge, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait aussi pour qui on fait les choses. Et il ne faut pas avoir peur de ne pas aller où on ne veut pas. Ça veut dire il faut aussi, on va dire, la zone de confort, c'est cool. Après, il y a des zones qui sont moins confortables. Si c'est dans quelque chose qu'on aime, il faut y aller. On peut faire que mieux que la version précédente de soi-même. Donc, moi, je suis assez dans cet aspect de développement personnel qu'on a plusieurs versions et on peut améliorer toutes les versions, mais il faut exactement savoir ce qu'on veut vraiment. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'arrivera à rien. Se fixer des objectifs, regarder autour de soi si ça correspond à tous les critères. Et normalement, après, c'est bénéfique pour tout. Je pense autant pour l'aspect familial, professionnel et récréatif. Pas avoir peur de prendre le risque de tenter des choses et, comme tu l'as très justement dit, pas avoir peur aussi de tirer la prise si on se rend compte que ça ne va pas, plutôt que de continuer à faire des dégâts. Bien sûr. Bien sûr. Je te remercie mille fois, Ernestinho, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. C'était vraiment magique. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, cette inspiration. Je te souhaite une belle saison. Je suivrai quand même cette ultra à distance. Et puis, je m'attends à ce que tu en chies un petit peu quand même, comme tu l'as dit, mais que tu prennes du plaisir. Je te remercie. En tout cas, encore merci, surtout pour l'invitation. De pouvoir m'exprimer, c'est cool aussi, parce que pas mal de gens, justement, sur mes réseaux se demandent ce que je fais depuis des années. Je les encourage tous à continuer à me suivre dans mes nouvelles aventures, parce que c'est peut-être moins spectaculaire, mais il y a quand même du fun. Parfois, peut-être ça peut inspirer. Et si vraiment ça ne sert à rien, ils peuvent aussi arrêter de me suivre, tout simplement. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. J'ai adoré découvrir sur les réseaux sociaux ce que tu entreprends depuis déjà un petit moment. Et je te souhaite bonne suite. Et puis, en tout cas, tu peux compter sur moi pour faire passer le mot et puis que ça circule. Merci mille fois. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Coureur du Dimanche. Si toi aussi, tu as une histoire forte liée à la course, un défi, une galère, une renaissance, un moment fou, viens me l'envoyer. Les récits des coureurs comme toi font vivre ce podcast. À très vite et continue à courir au-delà du mur.